Donc, maintenant que vous connaissez Géraldine qui nous a sauvés, je vous en profite pour vous la présenter. C'est une médecin qui est une médecin d'urgence qui a travaillé en France et maintenant qui est au Québec. Elle exerce au GMFU à l'Université de Montréal et aussi elle est chercheuse régulière du CHUM et professeure adjointe clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Et ça fait un long titre. En 2015, elle a complété aussi une maîtrise en épidémiologie clinique à l'Université Laval et elle a été aussi récipiendaire à cette occasion-là d'une bourse des Instituts de recherche en santé du Canada. En 2020, elle a complété le programme interdisciplinaire pan-canadien Tutor qui est offert par l'Université Western et Ontario. Et depuis 2024, elle est chercheure clinicienne boursière junior 1 des fonds de recherche en Québec, des fonds de recherche du Québec en santé. Ces travaux de recherche visent à mieux comprendre l'implantation et les effets des interventions en santé menées en collaboration intersectorielle en soins primaires pour et avec des personnes vivant avec des maladies chroniques. Est-ce que Micheline s'est joint à nous? Oui, je la vois. Elle est là. Bien sûr. OK, OK, c'est parce que je ne te vois pas à mon écran. Notre deuxième personne qui va être avec nous ce midi, c'est une patiente partenaire fantastique qui s'appelle Micheline. Micheline, est-ce que tu ferais un petit bonjour à tout le monde pour que tous puissent savoir qui tu es? Bien, bonjour. Mon nom, c'est Micheline. C'est Monaghan Thériault. Le Monaghan, c'est pour le petit côté irlandais et têtu. Je suis patiente partenaire depuis maintenant presque 6 ans. J'ai commencé à travailler avec Géraldine il y a environ 5 ans. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé pendant 38 ans comme infirmière en soins intensifs, ce qui, je pense, fait de moi une bonne patiente partenaire parce que je peux voir les deux côtés de la médaille, d'autant plus que je souffre de plusieurs maladies chroniques, ce qui fait que j'ai un contact régulier avec le système de santé actuel. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que je peux être bien utilisée dans le contexte. Fait que je vais vous laisser la parole à toutes les deux. Je vais juste vous dire que la première partie va être animée et présentée par Géraldine et Micheline. Puis une deuxième partie d'à peu près la moitié de la rencontre va être avec des questions de tout le monde que vous allez pouvoir préparer dans votre tête pendant ce temps-là, puis soit les présenter de vive voix en ouvrant votre écran si possible, ou encore dans le chat, on va s'occuper de les relayer. Fait que je ferme mon micro et je laisse la parole à Géraldine et Micheline. Mais bonjour à tous, puis merci beaucoup pour cette invitation. Micheline et moi, on est très heureuse de présenter en duo aujourd'hui cette présentation, puis vous partager notre duo, ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va aussi. Donc, en termes d'objectifs pour la rencontre aujourd'hui, on souhaitait que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de la manière dont la collaboration entre une patiente partenaire comme Micheline et une chercheuse comme moi peuvent mener à des outils concrets pour améliorer les soins et les services pour les personnes, notamment en l'occurrence dans le cas de la programmation là qu'on va vous présenter, c'est en maladie chronique. On souhaitait aussi que vous ayez des exemples qui puissent être inspirants, puis notamment pour pouvoir mieux répondre aux besoins des personnes qui vivent avec maladie chronique et que vous ayez une compréhension du rôle important que peuvent jouer les patients et patientes dans le développement des nouvelles façons de faire des soins de santé. Donc, Micheline, je te laisse la parole. On a fait une courte présentation de qui on est, mais je te laisserai compléter s'il y a des choses que tu souhaiterais apporter pour en savoir un petit peu plus sur toi. J'ai toujours eu le désir de transmettre mes connaissances, d'aider les gens. Puis, je suis encore en assez bonne santé pour pouvoir me sentir utile. Je vis avec plusieurs maladies chroniques, ce qui fait que des fois, ça me ralentit un petit peu, mais ça va bien. Puis, je peux comprendre aussi l'effet que ça a sur la vie, quand on a des maladies chroniques. Et moi, comme nous le disait Marie-Dominique tantôt, je suis médecin de famille. En fait, je suis originaire de la France, présente au Québec depuis 2012 maintenant. J'ai commencé à pratiquer la médecine au Québec en 2015. J'ai rejoint le réseau de l'Université de Montréal en 2018 comme professeur adjoint de clinique. Et depuis 2021, je suis chercheuse au centre de recherche du CHUM où je développe une programmation de recherche
sur la collaboration intersectorielle pour, avec et par les personnes qui vivent avec maladies chroniques. Puis, dans ma pratique comme médecin de famille, j'ai eu la chance de pouvoir explorer plusieurs types de pratiques, à la fois en soins aigus, en soins chroniques. J'ai fait de l'urgence pendant plusieurs années. J'ai aussi été médecin de famille en CLSC, en GMFU à Laval et maintenant à Montréal depuis 2021. Et j'ai fait aussi de l'hospitalisation pendant plusieurs années quand j'étais à la Cité de la Santé à Laval. Et je vous dirais le point commun de toutes mes pratiques, puis aussi comme chercheuse qui m'a animée à vouloir travailler avec les patients, c'est que je suis plutôt une fille d'équipe qui aime travailler en groupe, euh, ensemble, pour déjà apprendre ensemble. Et aussi comme médecin de famille, dans toute ma pratique, ce qui a toujours guidé mes approches et la manière aussi dont j'offrais des soins aux personnes, c'était de toujours m'assurer que les patients puissent avoir des questions qui étaient bien répondues et que mes soins étaient aussi adaptés à leurs besoins. Donc, quand je suis arrivée dans le réseau de l'Université de Montréal, j'ai découvert toute l'approche du partenariat patient qui était promue à ce moment-là. Et dans ma recherche, ça a été progressivement, bien évidemment, parce que j'ai appris avec le temps, mais assez naturel d'intégrer des patients dans les projets pour qu'on puisse être une équipe qui réfléchisse ensemble aux différentes problématiques et pouvoir tant à la fois être challengé, mais aussi avoir des résultats qui soient concrets. Puis j'ai une recherche qui est assez pragmatique, puis l'objectif, c'est qu'en bout de ligne, ça resserve aux patients, puis que ce soit utile. Donc, c'est un peu mon histoire de qui je suis, puis comment aussi j'en suis arrivée à explorer toute l'approche en partenariat. Mais Micheline, est-ce que tu pourrais raconter la manière dont on s'est rencontrés? Parce que là, on parle de partenariat, on parle de programmation de recherche, mais il y a quand même un moment où on a échangé, puis ça fait depuis 2020 maintenant, donc 5 ans qu'on a la chance de pouvoir travailler ensemble dans plusieurs projets. C'est une infirmière de Cité de la Santé qui m'avait inscrite au bureau du partenariat de Laval. Elle avait laissé mon nom en disant que j'étais intéressée à travailler avec une clientèle qui était diabétique. Puis la pandémie est arrivée. J'avais déjà fait quelques réunions avec Cible Santé, les infirmières qui travaillaient là. Et puis on- la pandémie a vite mis fin à tout ça. C'est comme 6 ou 7 mois plus tard que j'ai reçu un appel téléphonique de l'équipe de Géraldine qui cherchait une patiente partenaire. Fait que je pensais que c'était encore pour le même projet. Je suis allée aux réunions, puis au bout de 3 rencontres, je me suis dit, oups, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes personnes, mais on fait exactement la même affaire. Fait que j'ai demandé à Géraldine de pouvoir les contacter, puis de se mettre à les rencontrer pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis comment on pouvait faire pour pas dédoubler notre travail. Fait que c'est comme ça que je suis arrivée dans l'équipe de Géraldine, puis que l'aventure a commencé. Donc, c'est vraiment envoyé de bouche à oreille. En fait, à l'époque, l'infirmière clinicienne qui était au GMFU où je travaillais où je travaillais à la Cité de la Santé, là, d'ailleurs, vous voyez l'image, c'est l'hôpital de la Cité de la Santé, puis le GMFU est intégré dans l'hôpital, d'ailleurs, l'hôpital où tu travaillais, Micheline. C'est l'infirmière qui savait que j'avais un projet de recherche qui démarrait à Laval, mais elle dit, bah, moi, je vais faire un recensement, puis j'ai des patients diabétiques dans ma patientèle, je vais pouvoir poser la question peut-être à certains qui seraient motivés. Puis le beau hasard des choses a fait en sorte que elle a pu rencontrer Micheline qui était intéressée, mais qui était déjà impliquée dans d'autres projets à la Cité de la Santé. Donc on a pu réunir nos forces. Puis Micheline a été un lien en fait essentiel. Puis on va vous le présenter dans le cadre de ce projet-là. Puis aujourd'hui, maintenant, dans d'autres dans lesquels elle travaille avec moi. Mais un lien essentiel pour pouvoir établir une continuité entre là où elle s'était impliquée dans le projet que tu nommes, Micheline, puis à la fois, nous, pour notre projet, où ça a servi pour établir les partenariats qui étaient essentiels pour notre démarche. Donc, le premier projet dans lequel on a eu la chance de pouvoir travailler ensemble, Micheline et moi, c'est le projet Soins Diabète, qui est un projet qui avait été financé en 2019 par les fonds de recherche du Québec en santé, où nous étions trois co-chercheurs principaux, Arnaud Duhoux, Brigitte Vachon et moi-même. Et dans le cadre de ce projet-là, on a co-designé une trajectoire de soins et services pour les personnes diabétiques qui avait deux originalités.
La première, c'était d'avoir un modèle de gestion de cas qui aujourd'hui est peut-être plus connu de votre côté au Québec et notamment s'était inspiré des travaux de Catherine Hudon pour pouvoir réfléchir à cette approche-là, qui était d'améliorer l'approche de la collaboration interprofessionnelle en milieu clinique. Et le deuxième volet qui, moi, m'intéressait plus spécifiquement, puis que j'ai porté pendant presque 4 ans, c'était de réaliser des liens avec la communauté, de mettre sur pied une trajectoire communautaire où on établissait des liens entre le milieu clinique et les organismes communautaires. Puis c'est là où Micheline a joué un rôle essentiel, où dans ce partenariat, on a rattaché les services de cible santé. Donc, cible santé, ce sont des services qui sont offerts dans la communauté par des professionnels du CIS de Laval pour faire de l'éducation, de la promotion sur la gestion optimale des maladies chroniques avec un support infirmier, nutri, physio, qui a été quand même un peu mis à mal avec la pandémie, mais qui est toujours existant avec des cours maintenant en ligne. Et donc le deuxième partenaire qui a été essentiel dans le cadre de cette démarche, c'est un partenariat avec Diabète Laval. Puis ça, Micheline, je dois dire que je peux te remercier. J'aime pas de mots parce que ça a été un des noyaux solides pour établir le lien vers la communauté, puis faire en sorte qu'on puisse avoir un apport favorable dans le cadre de cette démarche. Micheline, je peux peut-être te laisser continuer s'il y a des choses en plus que tu souhaiterais apporter sur En ce fait, parcours. c'est en cherchant des organismes communautaires qui pourraient aider les gens qui étaient diabétiques que j'ai découvert Diabète Laval. Diabète Laval existait depuis 40 ans, mais il y a bien peu de gens qui connaissaient leur organisme, les services qu'ils offraient. Puis, en téléphonant, j'allais un petit peu à la pêche, à savoir quels services ils offraient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'on pouvait les aider ou est-ce qu'ils pouvaient nous aider aussi. J'allais à la pêche, mais j'ai attrapé un gros poisson parce que cet organisme-là est vraiment important. Il nous a beaucoup soutenus, puis on continue à faire affaire avec eux. C'est vraiment quelque chose de très beau qui est arrivé dans notre projet parce que on peut offrir plus de services que ce qu'on pourrait offrir si on était juste comme cantonné dans un hôpital. Alors, c'est un coup de hasard qui a fait qu'on les a découverts, mais je pense que c'était vraiment un bon hasard pour nous. Un bon hasard. Puis je pense qu'avec aussi la dynamique de l'équipe, on a pu rattacher après une organisatrice communautaire dans le cadre de la démarche qui a été aussi une grande plus-value pour nous aider à bien consolider les liens. Et la directrice générale de Diabète Laval, Sylvie Poirier, a été extraordinaire pour être présente, motivée en vue de pouvoir établir cette trajectoire communautaire qui est aujourd'hui présente, pérenne, avec une infrastructure tant au niveau d'un formulaire de référencement, des liens établis aussi entre la directrice générale de Diabète Laval qui connaît maintenant les différents professionnels puis gestionnaires des deux GMFU partenaires. Donc, je dirais que ça a été un franc succès, cette approche partenariale. Le deuxième projet où Micheline t'est aussi impliquée pour un rôle un petit peu différent que le premier, quoique toujours aussi dans les approches opérationnelles par rapport à la démarche, c'est le projet Collab Inter 360 Obésité, qui est un projet qui a été financé par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie en 2023 maintenant, avec une particularité où le programme Engagement, c'est un programme citoyen où des citoyens posent une question sur une plateforme et cette plateforme-là est rendue accessible publiquement pendant un mois, qui est consultée par des chercheurs. Et les chercheurs peuvent contacter individuellement les citoyens qui posent des questions qui les préoccupent dans leur vie. Laurence Berthelet, citoyenne partenaire, qui réside du côté de Lévis en Chaudière-Appalaches, qui est aussi une ancienne travailleuse sociale, qui a travaillé du côté de Montréal, à Québec, puis maintenant qui travaille à la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches, avait une préoccupation comme personne et aussi comme professionnelle parce qu'elle avait aussi œuvré dans des services pour des troubles du comportement alimentaire. Et Laurence souhaitait pouvoir améliorer les parcours de vie des personnes qui vivent en situation d'obésité. Et donc, elle a posé une question sur cette plateforme-là où moi, j'ai été interpellée par sa question, non pas par la question de l'obésité, mais par l'approche du parcours de vie avec la maladie
et elle voulait améliorer l'approche de la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de cette démarche. Et donc, j'ai interpellé et puis je lui ai dit, bah, Laurence, moi, ta question m'intéresse. J'aimerais explorer avec toi qu'est-ce qui, toi, te touche, puis voir comment est-ce qu'on pourrait faire un duo. Puis donc, on a échangé. Je dirais que ça a matché tout de suite. Puis on a finalement ouvert un peu plus avec mon expertise. Je lui ai dit, tu sais, l'apport de la communauté est essentiel dans les approches en maladie chronique. On le sait d'ailleurs que 80% des facteurs qui affectent la santé des personnes ne sont pas reliés aux facteurs sur lesquels le système de santé peut agir. Donc, on sait que les facteurs socio-économiques, c'est notamment 50% des facteurs qui affectent les personnes, en plus des facteurs environnementaux où c'est un 20%, puis il y a une part aussi génétique qui est aussi surajoutée. Puis dans tout ça, donc on s'est dit, ah bah, on va écrire le protocole ensemble. Donc on a eu cette belle aventure, on a coécrit ensemble la démarche qui a été financée donc en 2023. Et depuis 2023, on travaille ensemble à co-construire une communauté d'apprentissage intersectorielle pour les personnes qui vivent en situation d'obésité en Chaudière-Appalaches. C'est un projet où il y a eu vraiment plusieurs étapes, une approche de consultation. On a été interroger des professionnels, des gestionnaires du réseau, des patients, des citoyens, des représentants de la municipalité, des experts en sciences de l'obésité, des représentants au niveau du ministère qui travaillent sur la trajectoire obésité. Et donc, avec toute cette approche de consultation, on en est arrivé à finalement proposer l'approche de la communauté d'apprentissage intersectoriel et de co-construire cette communauté qui est actuellement en phase de co-construction. Puis d'ici l'automne, hiver prochain, on évaluera les effets de cette communauté sur l'approche, sur l'appréciation des participants qui sont inclus dans cette démarche. Et Micheline, bah, avec l'expérience qu'on avait eue de soins diabète, puis avec des discussions qu'on avait eues ensemble, m'avait manifesté son intérêt de vouloir intervenir dans le cadre de ce projet. Puis moi, je l'avais notamment interpellée plus spécifiquement dans le cadre de l'approche de la co-construction de la communauté d'apprentissage. Puis vous voyez une petite photo d'ailleurs en bas à droite de l'équipe. Ça, c'était le premier atelier qu'on a mené au mois de mars où c'était la petite équipe rapprochée qui était présente sur le montage de cette communauté. Je ne sais pas, Micheline, si tu avais quelques mots supplémentaires à apporter dans le cadre de ce projet-là, puis ta participation et ta contribution par rapport à Collab Obésité. Je peux dire que c'était étonnant de voir qu'on pouvait rassembler autant de gens de milieux différents pour justement parler de l'obésité et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces gens-là. J'ai eu vraiment une belle expérience quand on a animé cet atelier-là. C'était une découverte pour moi. Et puis, c'était aussi découvrir un nouveau coin de pays que moi, je ne connaissais pas. Alors, j'en ai profité aussi pour faire un petit peu du tourisme. Fait qu'il y a plein d'avantages à travailler avec Géraldine. Merci beaucoup, Micheline. Peut-être, je voulais vous partager, c'est en 2 minutes, mais c'est l'expérience d'une étudiante qui a rejoint notre équipe l'été dernier pour un stage d'études. Puis je voulais vous partager son témoignage, non pas pour le témoignage par rapport à son expérience dans l'équipe, mais juste vous laisser euh, en fait entendre comment son expérience a pu être modifiée en étant intégrée dans une équipe où des patients partenaires, puis comme Micheline, sont présents à toutes les statutaires de projets hebdomadaires et voir comment ça peut changer aussi la perspective d'étudiants qu'on implique dans des équipes qui intègrent des patients partenaires. J'ai eu la chance cet été de travailler avec l'équipe de Collab Obésité dans le cadre d'un stage de recherche. Ce fut une expérience extrêmement gratifiante et unique en recherche. J'avais auparavant fait de la recherche clinique quantitative en sous-spécialité, centrée sur des analyses statistiques quantitatives. Bien qu'intéressante, l'approche dans le laboratoire de Dr. Léani était fondamentalement différente. L'une des plus grandes forces de ce stage est le travail interdisciplinaire en équipe. À toutes les étapes du projet, nous nous réunissons pour discuter, échanger nos idées et trouvailles sur les différentes composantes du projet. J'ai eu la chance d'explorer la recherche de littérature, d'assister à des entrevues avec les parties prenantes, d'étudier l'analyse qualitative de données, de présenter à des conférences scientifiques et bien plus encore. La recherche en médecine familiale est particulièrement gratifiante car elle repose souvent sur une approche entièrement centrée sur le patient et ses expériences.
J'irai même plus loin en disant qu'ici, il s'agissait d'une recherche menée avec les patients. Ce fut une belle opportunité de collaborer avec des patients partenaires et de mieux comprendre les enjeux que nous étudions sous un angle différent, autre que médico-centrique. Cela nous permet de sortir de nos livres et de voir concrètement les défis liés à l'application des lignes directrices dans les soins prodigués. J'encourage quiconque en a l'occasion à participer à une expérience de recherche en médecine familiale. Cela permet de découvrir un nouvel aspect des soins primaires dans un environnement très propice à l'apprentissage. J'ai eu la chance. Donc, vous voyez, l'expérience de Tameya, moi, m'a beaucoup touchée. Puis, je voulais vous la partager parce que je trouve que ça témoigne bien de ce qu'on vit aussi au quotidien dans le cadre du laboratoire. Le troisième projet dans lequel Micheline est impliquée, puis tu es retraitée, Micheline, mais en fait, je m'aperçois que tu as, vraiment une job à temps plein dans plein de projets et je me sens très chanceuse de pouvoir t'avoir à tous les niveaux. C'est Collab Interdiabète, qui est un projet qui démarre un peu plus, où en fait, là, actuellement, la portée de ce projet va être de pouvoir développer un carnet de santé partenaire qui va être un outil technosocial centré sur le réseau de la personne, centré aussi sur les indicateurs de qualité de vie. Et là, actuellement, nous avons réalisé une scoping review dont les analyses vont être dont les résultats vont être prochainement accessibles et qui recense tout l'ensemble des interventions intersectorielles en diabète et notamment l'ensemble des déterminants de santé qui affectent la santé des personnes diabétiques. Et je dois dire que dans ce travail-là, il y a eu un travail remarquable de consultation effectué avec Micheline, mais aussi Marcel Labelle, qui est patient partenaire dans le cadre de ce projet-là. Et Marcel, notamment, est le co-responsable avec moi de ce projet qui a été financé au Centre d'expertise du diabète. Et on a eu un deuxième financement au programme Inventé de l'Université de Montréal, qui va nous permettre de mettre sur pied cet outil technosocial. Et c'est une très belle aventure d'avoir Marcel un savoir patient comme personne diabétique de type 1 LADA avec la maladie, mais aussi comme ancien professeur, puis avec une vraie réflexion sur l'apprentissage et savoir patient. Et donc, j'ai embarqué Micheline et Marcel dans cette aventure, notamment pour à la fois nous guider dans qu'est-ce qui est important pour les personnes diabétiques, mais aussi, là, vous le voyez en mini, mais ça va être intégré dans le cadre de nos résultats de notre démarche, c'est que on a un travail puis une réflexion sur les déterminants de santé qui pourraient être pertinents pour des personnes diabétiques. Ça ne se veut pas être un cadre conceptuel qu'on voudrait implanter ou adapter, mais une réflexion qui sera partagée à même la scoping review. Puis on a eu un très beau travail de consultation qui a été mené avec les patients partenaires. Puis Micheline, je pourrais peut-être te laisser en toucher quelques mots parce qu'à un moment donné où je disais, bah, c'est peut-être pas nécessairement pertinent d'intégrer ces résultats-là directement dans la scoping, puis peut-être que ça nécessiterait de refaire un deuxième travail, et notamment après la consultation des co-chercheurs qu'on a eu aussi. Donc, il y avait toute une question de savoir, OK, est-ce qu'on garde ces éléments-là? Est-ce qu'on le prend? Est-ce que bah, finalement, c'est les patients qui ont dit, mais non, mais pour nous, ça, c'est important. Puis on veut que ce soit mis en place. Donc, Micheline, je pourrais peut-être te laisser continuer parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair, en fait, si ça vient de toi comme information. Micheline? Oui, c'est vrai. Pardon. C'est parce que je ne voyais pas très bien ma diapositive. Je Non, vais. c'est pour le travail sur les cas des déterminants de santé. Tu sais, c'est en tout petit, parce que là, j'ai pas encore mis la diapositive après sur les apprentissages, mais sur la consultation qu'on a faite, notamment sur l'approche des déterminants. Quand on vous a consulté, Marcel, toi, Laurence, sur ce cadre-là, puis que tu nous as nommé que c'était important pour toi, est-ce qu'il y avait des choses que tu souhaitais compléter en plus par rapport à ce que je disais sur ce travail-là actuellement? Pas vraiment, parce que c'est assez complet ce que tu as dit. C'est sûr qu'il y a des déterminants qui étaient plus marquants pour les gens qui étaient comme nous, qui vivaient avec le diabète. L'aspect environnemental ne m'avait jamais touché, mais j'ai réalisé après que c'était important parce que si on vient d'un milieu peu scolarisé, avec un travail qui est moins rémunérateur, il y a des enjeux qui vont faire en sorte que ça agit sur la personne, puis sur son diabète.
c'est probablement ce qui m'a le plus interpellée quand on a découvert tous les déterminants qui pouvaient jouer. Merci beaucoup. Puis là, bah, je te laisse la parole parce qu'en effet, Micheline et moi, on a eu des apprentissages sur notre travail en conjoint. Donc je te laisse nommer tout ce que tu as appris. On va se demander qu'est-ce que ça nous apporte d'être des patients partenaires. Moi, je trouve que c'est stimulant. C'est stimulant pour mon cerveau. Ça me sort de mon isolement, mais ça me sort aussi de ma zone de confort, comme aujourd'hui en faisant une conférence. Je relève des défis, j'apprends à être à l'écoute, puis de ne pas me sentir jugée quand j'émets une opinion. Je trouve ça très important. Puis je pense que c'est ça qui fait que je porte aussi fièrement mon étiquette de patiente partenaire parce que je sais qu'en quelque part, ce que je fais, bien, ça a un résultat concret pour les gens qui vivent autour de moi, mais qui vivent aussi autour de tous les médecins et tous les GMFU de Laval. Et moi, comme médecin de famille et chercheuse en soins primaires, bah, je dirais que les apprentissages que j'ai pu faire dans ces dernières années, c'est que la manière dont je réfléchis, c'est non pas à la place des patients, mais réellement avec eux. Puis ça, je pense que c'est une grande différence d'impliquer des patients partenaires, puis de les impliquer, de faire partie de l'équipe et de réfléchir ensemble. Ça crée une différence, je pense, en termes de perspective, puis d'objectifs qu'on a en termes de, de finalisation par rapport à nos projets. L'autre chose aussi, c'est que quand on implique des patients partenaires, on est plus centré sur la maladie, mais sur l'humain. Et moi, je dis toujours que, d'autant plus comme médecin de famille, et puis je le répète tout le temps aux résidents en médecine de famille qu'on a au GMFU, nous ne sommes pas des experts de la maladie, nous sommes des experts de la personne. Et ça donne énormément de sens de travailler avec des patients partenaires pour redonner cette force-là. Et je suis quand même assez fière de voir l'impact que ça peut avoir, notamment sur nos étudiants en médecine dans le laboratoire que j'anime, puis notamment avec le témoignage que vous avez pu entendre de Tameya. C'est concrètement quelque chose que j'essaye de porter puis d'amener. Je pense que ça peut faire une différence dans la manière de faire de la recherche. Les autres apprentissages, bah, c'est toutes les qualités d'écoute, de compréhension, puis aussi le fait d'apprendre ensemble. Puis je renomme le fait que pour moi, c'est important d'être une équipe, puis de pouvoir progresser ensemble. Tout seul, on va toujours plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et un des derniers éléments, c'est la persévérance. Parce que parfois, on a des vagues. Puis avec Micheline, on vient de vivre très récemment une petite déception qui n'est pas une défaite. On est juste sur une attente, puis notamment un financement de projet qui, là, a été jugé positivement, mais une enveloppe budgétaire pas nécessairement accessible. Ça fait partie de la vie des chercheurs. Mais quand on a des patients qui, à côté, nous disent, pour nous, c'est important, on y croit, puis on veut aller de l'avant, et ben comme chercheuse, ça nous donne des objectifs encore plus forts de persévérer, puis de continuer et de progresser pour essayer de mener une bonne recherche qui soit utile pour les patients. Donc, Merci beaucoup. Merci, docteur Layani. Merci, Micheline. Si vous permettez, on serait rendu à la période de questions parce que c'est fort intéressant ce que vous nous avez présenté. Et oui, comme on a une audience de plein de patients et de patientes partenaires, ils vont certainement vouloir en savoir plus. Alors, voilà, on arrive à la période de questions pour le confort de nos invités. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait plus agréable. Pour les questions, c'est très simple. Vous pouvez poser vos questions vous-même ou si ce n'est pas possible, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous nous chargerons de les poser pour vous. Pour que le plus de personnes possible puissent poser leurs questions, on tente de rester bref. On ne parle pas de situation trop personnelle et pour commencer, on va se limiter à une question par personne. Si on a le temps, on va faire un deuxième tour avec plaisir. Moi, j'aurais plein de questions, évidemment, là, mais je vais laisser le bénéfice aux autres de poser les premières questions. Évidemment, les statistiques sont assez alarmantes au niveau des maladies chroniques. Alors, d'où l'importance de votre projet en partenariat qui est tellement essentiel. Alors, on a une première question de notre ami Patrick. Oui, bonjour tout le monde. Géraldine, bravo. Moi, On se- Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui, Oui, Géraldine, on se croise, on se voit. Mais bravo, je ne savais pas que tu avais un CV aussi incroyable. Euh, Merci au nom de tous les patients de promouvoir ça. Ma question, ben, dans votre projet, il y a les trois types de diabète, type 1, type 2, type LADA qui sont inclus là-dedans. Est-ce que je me trompe? Mais Oui. oui, en fait, oui et non. Parce qu'en GMFU, en première ligne, les médecins de famille suivent des diabètes de type 2. Donc, la trajectoire que tu as pu voir, Patrick, c'est celle sur le diabète de type 2 pour accompagner les patients. Le diabète de type 1, par contre, pour l'outil technosocial, dans Collab Diabète, là, on implique tous les types de diabète, mais notamment parce que ce projet-là a une portée plus psychosociale de la personne et voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ce complément. C'est un très beau travail d'ailleurs où je collabore avec les endocrinologues du CHUM et notamment Nadine Taleb, donc elle qui Oui, est une oui, que je connais bien, oui. diabète de type 1 LADA et qui notamment collabore avec moi sur cette portée-là. Donc, on est toujours dans des blocs, un peu comme un bloc de Lego, où on se met des petits morceaux complémentaires. Donc, ce projet-là vient intéresser toutes les personnes diabétiques pour l'approche psychosociale complémentaire qu'on vient chercher en plus de l'approche biomédicale, qui là est le volet soit des spécialistes quand on est type 1 ou type 1 LADA, et des médecins de famille ou des fois des spécialistes. D'ailleurs, c'est un type 2 très complexe où on peut avoir des enjeux. Je sais que Louis ne voulait pas, mais pourquoi juste un mois de la plateforme? Tu sais, que les gens posent des questions, puis les chercheurs les communiquent. Pourquoi c'est juste un mois? Je trouve que c'est un outil incroyable avec Marcel. Écoute, tu as des patients partenaires géniaux, mais cet outil-là, pourquoi un mois? Pourquoi on C'est le continue? format, oui, bah, ça pourrait peut-être être continué. Là, c'est le format de cet appel à projet qui est comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment dans le cadre du programme engagement où ils proposent ces matchs-là. C'est pour créer des opportunités de match en vue de réaliser des projets ensemble. Mais en effet, Patrick, ça pourrait être un forum qui pourrait être ouvert. Puis, on pourrait peut-être penser que ce soit quelque chose de ouvert à l'année au long, en effet. Merci beaucoup, Géraldine. Micheline, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Merci, merci. merci. Merci pour ta question, Patrick. Merci, docteur Ayani. On a une question maintenant de Nicole Tremblay. Bonjour, bravo pour ce beau projet qui m'interpelle beaucoup. Moi, je participe justement avec mon GMF à un comité qui a été formé pour maximiser la prise pas la prise en charge, mais justement diminuer peut-être la prise en charge des patients avec des maladies chroniques. Et on travaille actuellement à tout regarder qu'est-ce qui demande de plus de temps et tout ça. Puis, la dernière rencontre qu'on a eue, on a formé comme des comités à laquelle je vais participer, qui s'appelle, parce que moi, je parle beaucoup de la trajectoire avec le communautaire aussi, parce que je sais que nous, au Saguenay, on a Diabète Saguenay, pour l'avoir déjà utilisé pour certains usagers avec qui j'ai travaillé, parce que j'étais du domaine. Et on est supposé avoir une prochaine rencontre justement pour regarder la trajectoire en interpellant les acteurs du milieu. Alors, je trouve ça intéressant parce que vous avez fait la trajectoire, puis je me demandais, au lieu de refaire toute la roue, là, parce qu'il y a déjà un ébauche de fait, parce que la recherche, je trouve ça tellement intéressant, mais il faut que ça fasse des petits, si on veut, dans les régions. Est-ce que c'est accessible pour d'autres régions que ce beau travail que vous avez fait là, puis qui nous sauverait beaucoup de temps? Oui, bah, assurément que c'est accessible. J'ai publié deux articles qui expliquent, bah, un qui décrit la trajectoire et un deuxième qui décrit aussi les impacts et le processus, surtout de co-construction de la mise en place de cette trajectoire communautaire. Donc, c'est plus à apporter scientifique. Mais après, en termes d'adaptation, bah, là, notamment, je collabore avec une équipe au Saguenay pour le travail collaboratif avec le milieu communautaire. Justement, ils m'ont interpellée pour mon expertise pour ce volet-là. Donc, je pense qu'en effet, on peut absolument, l'objectif étant d'adapter des interventions et des approches, puis que ça puisse être bénéfique pour d'autres régions. Puis, je pense que dans ce qu'on a fait, Micheline, moi, je vois tout à fait l'adaptation à d'autres contextes. Puis, toujours, bien évidemment, avec une préoccupation de dire qu'on ne fait jamais du mur à mur, hein. Oui, oui, oui. Il faut toujours contextualiser une démarche,
prendre le temps de savoir où est-ce qu'on va rencontrer les acteurs. Puis ça, c'est ce qu'on a fait probablement de manière... c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est le plus énergivore, de prendre le temps de comprendre son contexte, puis d'arriver, de rencontrer les personnes, d'établir les liens. Ce que Micheline a fait à Laval, ce qu'on a fait aussi ensemble en Chaudière-Appalaches avec le soutien de Laurence. Puis c'est là d'ailleurs où avoir des bons partenaires, puis que ce soit des patients partenaires, des citoyens partenaires, puis il peut y avoir des partenariats à plein de niveaux. C'est important de savoir qui sont nos partenaires pour établir ces liens et après adapter. Mais si vous avez des questions, moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre puis pouvoir vous aider pour ça. Ouais, merci beaucoup. Moi, je Très vais me beau. permettre d'intervenir avant Patrick parce que j'ai reçu un message, mais par texto de quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne le clavardage. Ah Fait que mince! la personne, elle demandait, sur le plan personnel, pour vous deux, qu'est-ce que ça a changé? Là, on a eu sur un peu votre travail d'équipe comme chercheur-patient, mais personnellement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a collé comme ça, toutes les deux ensemble? Des atomes crochus, probablement. Une vision un petit peu similaire. Puis, au bout de la ligne, le désir d'aider. Je pense que c'est ça qui fait que ben on s'entend bien, on se respecte avec nos connaissances, nos acquis. Fait que je pense que c'est important, ça joue beaucoup dans notre relation. Puis c'est vrai que faut accepter le fait que ce soit une relation aussi interpersonnelle. Comme tu dis, Michine, il y a un espèce de match qui fait qu'on apprécie travailler ensemble. Puis plus on travaille ensemble, plus on apprécie de travailler ensemble. Il y a comme cet espèce aussi de cette roue qui continue. Et d'ailleurs, Micheline est venue avec moi à Paris au congrès des médecins généralistes de France cette année en mars. Puis on a obtenu toutes les deux le prix coup de cœur du comité scientifique pour notre présentation et notre guide d'auto-soin diabète. Donc moi, c'est tellement une immense fierté d'être ensemble puis de partager ces moments-là. Je vous assure, ça fait une différence énorme. J'aurais pu y aller toute seule, puis bon, j'aurais été bien fière, mais de le partager en équipe comme on le fait, c'est extraordinaire. Puis on va au Symposium des innovations. On y est allé en 2022, on y retourne ensemble là le 23 mai prochain. Puis on va avoir encore beaucoup de plaisir, Micheline, je pense, à pouvoir travailler ensemble. Puis plus on le fait, plus, je dirais, c'est naturel, mais vraiment, je pense que dans les liens, dans la manière de travailler, on est membre de la même équipe. Je pense que c'est vraiment ça. Merci beaucoup. C'est très inspirant, votre modèle de partenariat, justement, là, qui fait appel à la décision partagée pour projet de vie, en fait, toutes les bases du partenariat. Et je me demande d'ailleurs, est-ce qu'on vous a approché pour exporter votre modèle à d'autres maladies chroniques là, que le diabète ou encore les causes d'obésité? Est-ce qu'on vous a demandé de partager avec vous votre succès, justement? Pour l'instant, je dirais qu'on n'en est pas encore à partager aux autres maladies chroniques parce qu'on est encore en train de publier nos preuves de concept. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire de manière rigoureuse et d'y aller par étapes. Le guide Mhm. auto-soin diabète a été développé notamment pour la région de Laval, puis on part le 23 mai au Symposium des innovations en vue d'aller chercher des partenaires qui nous permettraient d'adapter ce guide-là, soit à d'autres régions, soit aussi d'avoir une réflexion de l'adapter au niveau provincial parce qu'on pense que l'approche, c'est un guide qui est basé sur les étapes du parcours de vie avec la maladie, un travail assez extraordinaire dans la manière dont ça a été initié. C'est Micheline qui a porté ce travail-là au départ, pendant la pandémie, en disant, bah, vu que notre projet de trajectoire est un peu sur pause dans le recrutement des patients, et Micheline, notamment, tu m'avais dit, bah, moi, j'aimerais contribuer à quelque chose, puis comment je pourrais faire? Puis j'ai dit, moi, les milieux, les organismes communautaires, ce qu'il y a actuellement sur le territoire lavallois, je connais peu, puis je réside à Montréal. Elle me dit, bah, moi, je vis ici, puis je vais prendre ma part. Donc, ça a été un très beau travail, je pense, au départ, initié par toi, Micheline, dans tout le référencement des ressources. Puis après, on a fait un gros travail de consultation qui a inclus des patients partenaires, qui a aussi inclus la DG de Diabète Laval, l'organisatrice communautaire des professionnels, pour non pas faire un guide d'auto-soin qui est basé encore une fois sur la maladie, mais comme on pense à la personne, à ce qu'elle vit et dans son quotidien, on a travaillé sur les étapes de vie avec la maladie, sur son parcours de vie. On s'est inspiré, en fait, on est assez proche, je pense, en termes d'état d'esprit du travail que Audrey L'Espérance a publié sur le cadre du parcours de vie au CEPPP, Mhm. et puis les travaux qui sont menés actuellement avec le pape, avec toutes ces approches-là. Mais ça, D'accord. on est encore
à établir ces preuves de concept-là. On les publie, puis on voit que ça commence à donner ses effets. Donc, oui, s'il y avait d'autres, s'il y a des partenaires motivés ou intéressés à ce qu'on puisse aller plus loin, avec grand plaisir, on le fera. Mais on y va progressivement. Donc, diabète, obésité, maladie cardio-métabolique. Mais ce qu'on fait pourrait tout à fait s'adapter aussi à la MPOC ou à d'autres Oui. aussi enjeux de maladies chroniques qui, en santé mentale aussi, peut-être en cancérologie avec le soutien. Mais je dirais qu'il y a vraiment une adaptation qui, à mon sens, pourrait se faire. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une nouvelle question de Patrick. Oui, elle va être très rapide. Elle est pour Micheline. Micheline, quand on communiqué avec Sylvie Poirier de Diabète Laval, juste une question. Je suis impliqué moi aussi sur un projet de recherche en diabète euh, comme patient partenaire. Combien y a-t-il de membres actifs à Diabète Laval? Est-ce que Sylvie te l'a dit? Combien il y a de diabètes qui sont inscrits dans cette communauté C'est au niveau? pas une question à laquelle je peux répondre pour le nombre. Je peux juste dire que depuis qu'on fait partie intégrante de leur association, ils ont augmenté le nombre de membres parce qu'ils vivent avec les membres. S'il n'y a pas de membres qui viennent aux conférences, c'est toujours un coût qui est minime par rapport à ce que ça leur apporte. C'est sûr que s'il n'y a pas de membres, ben, eux, ils ne peuvent pas exister. Puis nous, ce qu'on fait dans ce sens-là, c'est qu'on fait connaître l'association auprès des médecins, auprès des infirmières. Puis, ça va faire en sorte que le plus de patients vont pouvoir être référencés à cet organisme-là, puis pouvoir y participer. Fait que je ne sais pas le nombre exact, mais je peux juste dire que ça a augmenté depuis qu'on travaille avec eux. As-tu eu l'occasion de donner une conférence à ces gens-là? As-tu eu l'occasion de voir ces gens-là en grand nombre ou? Ben, pendant qu'on faisait notre guide d'auto-soin pour les Ouais. personnes, on a eu des rencontres avec des médecins, avec des nutritionnistes, avec plein de gens qui pouvaient aider. Fait que oui, on a fait comme des petites présentations, mais on l'a fait aussi via Diabète Laval à des patients. Au printemps dernier, on a fait ça. Et puis, c'était bien reçu. Il était content de connaître l'existence du guide d'auto-soin parce que moi, je dis tout le temps que ce guide-là, il doit être utilisé un petit peu comme un livre de recettes. On ne fait pas toutes les recettes du livre d'un coup, mais par contre, quand on a besoin de faire une recette particulière, on va aller chercher l'information dont on a besoin. Fait que moi, je le vois un peu comme ça. C'est un livre de recettes qui va nous aider à des moments différents de notre parcours de diabétique. Il y a des gens qui en auront peut-être jamais besoin, mais il y a des gens qui vont en avoir besoin beaucoup. Puis qu'on ne se leurre pas, ça ne remplace pas le médecin, mais ça nous Non, rend non. beaucoup plus aguerris sur notre maladie, sur les symptômes qu'on peut ressentir, puis sur les façons dont on peut agir si on a une inquiétude, comment, par qui on va passer pour pouvoir se faire aider. Fait que ça aide finalement à ne pas avoir recours au médecin de famille à tout moment, mais bien à pouvoir s'interroger sur notre maladie, puis sur ce que nous, on vit par rapport à cette maladie-là. Ben, je te remercie, Micheline. Si j'avais le diabète, c'est à toi, Micheline, et à Marcel que je me demanderais des conseils. Merci beaucoup. Peut-être pour Merci. ajouter pour Patrick un tout petit complément. Sylvie Poirier de Diabète Laval nous a invités aussi cet automne, Micheline, pour les 40 ans de l'association. Et on a donné une conférence sur le guide. On a présenté à l'ensemble des membres de l'association et c'était une très belle expérience que de pouvoir les rencontrer. Il y avait des professionnels et des gestionnaires du CIS de Laval aussi qui étaient présents et invités. Et on voit comment notre travail a été très intégratif. Et aujourd'hui, les liens sont faits. Ça a été établi, puis ils continuent de travailler ensemble, de se donner des nouvelles. Donc, je trouve que c'est un très beau résultat. Bien plus que des fois d'écrire des articles. Ouais. Ça, c'est un beau résultat. Ça, c'est concret et pragmatique, ce que je vous disais au tout début. Merci, Géraldine. Merci, Micheline. Merci. Merci, Patrick, pour la question et merci, Dr. Layani et Micheline, pour votre réponse. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. On a une question de notre collègue Karina maintenant. Bonjour, merci Louis. Géraldine, Micheline, c'est une question qui s'adresse à vous deux.
souvent, quand on est patient partenaire, tu sais, on voit que votre collaboration, ça semble être une très belle réussite avec plusieurs preuves à l'appui. Micheline, j'aimerais ça vous demander donnez-nous deux, trois trucs pour faire notre place autour d'une table dans une nouvelle équipe de recherche. C'était quoi votre approche à vous? C'est quoi deux, trois solutions qui sont aidantes quand on est un nouveau patient partenaire au sein d'une équipe? Et Géraldine, j'aimerais ça t'entendre à savoir comment tu fais pour passer au-delà de la relation de soins, de ne pas considérer les personnes avec toi comme de dire ça, je suis une soignante devant les patients partenaires qui m'accompagnent, mais on est bien d'humain. Tu sais, tu l'as bien nommé, on l'a bien senti, mais concrètement, comment tu as abordé ça pour, si moi j'avais donné à donner des trucs là, à une nouvelle équipe de recherche, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les aider par rapport à ça? Je vous laisse aller. Micheline, est-ce que tu veux commencer? Ou tu veux Oui, que... Ouais, vas-y. c'est sûr que les premières rencontres qu'on a, c'est un petit peu intimidant. On n'a pas toujours l'impression de faire partie de l'équipe. On est là en analyse, on écoute, on regarde ce qui se passe autour de nous, mais je pense qu'il faut avoir l'audace de laisser s'exprimer nos pensées à nous, puis même si on n'est pas d'accord avec la personne qui est devant nous, de le dire. Je pense que c'est important de pouvoir appuyer ce qu'on ressent parce qu'on est là pour ça. On est des patients partenaires avec nos personnalités propres. Puis quand ça s'agence bien avec le chercheur, c'est tant mieux. Puis je pense que si on voit que ça ne s'agence pas bien, puis que ça ne répond pas à nos intentions, à nous comme patients partenaires, ben, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense que c'est la recette la meilleure. Puis Géraldine, elle fait en sorte que tout de suite, on se sent partie prenante de l'équipe. Fait qu'il n'y a pas, on ne se sent pas jugé, on est dans l'équipe. On est là pour ça. Et peut-être pour enchérir sur ce que tu dis, Micheline, puis j'essaye de pouvoir aider avec la question que tu nommes, notamment Karina, peut-être quels conseils je pourrais apporter à des patients partenaires, puis aussi à des collègues, en fait, chercheurs puis cliniciens qui auraient cet intérêt-là de travailler avec des patients. Bah, c'est sûr qu'avant tout, c'est une relation d'humain à humain. Donc, je pense qu'il faut partir de là. Puis, moi, je dis toujours qu'on a des savoirs partagés. Je suis à la fois, oui, je suis médecin de famille, je suis chercheuse, je suis aussi une maman, je suis aussi une citoyenne, je suis aussi française d'origine, qui a immigré ici au Québec il y a 12 ans. Donc, tout ça fait en sorte que j'ai plein de savoirs pluriels. Micheline, si on fait la même chose avec ton expérience à toi, tu vas arriver aussi avec tous tes savoirs professionnels, citoyens, comme patiente. Puis, je pense que c'est de prendre des personnes là où elles en sont rendues et avec l'ensemble de ces connaissances-là. C'est sûr que c'est pas toujours évident, Karina, parce qu'il y a toujours une mise à niveau. Tu sais, c'est comme ton niveau de littératie, le vocabulaire que tu utilises. Moi, dans mon jargon, des fois de chercheuse, ça peut paraître, j'ai mes objectifs puis mes impératifs. Mais je pense qu'une des choses, c'est de toujours être à l'écoute, déjà de l'autre, ça c'est essentiel. De valider aussi ce qui a été compris et pas compris, on revalide. Puis peut-être qu'au début, ça prend un peu plus de temps, mais il faut absolument s'assurer que les patients partenaires qui sont impliqués dans les équipes comprennent ce pourquoi ils sont impliqués, la plus-value qu'ils vont avoir et leur contribution. Puis Micheline, toi, tu es la même personne, puis tu vois bien que suivant les projets, tu n'as pas eu toujours les mêmes implications, puis on en discute dès le début. Et c'est important aussi que ce soit bien clarifié, mais comme n'importe quel professionnel de recherche que j'intégrerai dans mon équipe, quelqu'un qui est expert en méthode Cali, je ne vais pas lui faire faire des analyses quantitatives du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu es agent de recherche que tu es capable de tout faire. Moi, ce n'est pas parce que je suis médecin de famille que je suis le médecin de tous ou que j'ai toutes les compétences. Donc, je pense que c'est très important de revalider ces éléments-là pour bien impliquer un patient partenaire qui se sente à l'aise. Puis, je pense que tu l'as nommé, Micheline, c'est aussi toujours de revalider le niveau de confort du patient dans le cadre du projet, qui ne se sente pas intimidé, qui prenne sa place. Puis moi, j'ai une stratégie dans mon travail, c'est que j'implique et j'invite les patients partenaires à venir à toutes les rencontres de statutaires. Peut-être des fois, il y a du jargon un peu plus scientifique, ou puis des fois, c'est des rencontres de co-chercheurs où ça peut paraître un peu gros, intimidant. Puis ça nous est arrivé, Micheline, où après la rencontre,
Micheline n'avait pas parlé pendant 1 heure avec l'éco-chercheur, puis à la fin de la rencontre, là, je la rappelle, puis je lui dis, tu sais, tu as le droit de nommer, de rappeler s'il y a des choses qui sont importantes, ou donc il y a des ajustements qu'on refait aussi ensemble, comme un apprentissage continu. Puis, dans le cadre des statutaires que moi je mène, je fais toujours en sorte de m'assurer que, oui, les patients partenaires, mais aussi que tout le monde ait eu son mot à dire autour de la table au moment de la rencontre. Puis, je valide que le nouvel étudiant qui arrive dans l'équipe, que Micheline comme patiente partenaire, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça correspond à tes besoins? Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Donc, je pense que ça, c'est intégré, puis ça s'écrit, hein. Ça pourrait s'écrire dans une charte de valeurs, dans une charte de pratique et dans une charte de travail pour avoir des saines pratiques de l'approche partenariale. Puis le partenariat, c'est avec les patients, mais c'est aussi avec ses collègues, c'est dans le respect. Donc ça, je pense que c'est toutes ces valeurs-là, en tous les cas, qu'on essaye d'incarner, puis d'être vigilant à ce que tout le monde se sente bien impliqué et inclus dans le cadre de l'équipe. Je Ben, pense Mm. que l'élément secret de Géraldine, c'est le merci. Parce qu'elle est très généreuse avec les merci. On a toujours une validation de notre travail. Et puis ça, je pense que c'est notre plus beau salaire de se faire dire merci, ce que tu as fait, ça convient exactement à ce on voulait. Merci pour votre réponse encore une fois. Ça m'amène à peut-être poser une question ici un peu plus délicate. Est-ce qu'on ne devrait pas également parler de prévention, étant donné les statistiques très alarmantes au niveau des maladies chroniques, la comorbidité, etc. Est-ce que vous pouvez intégrer également dans votre modèle la discussion autour de la prévention, peut-être pour aider les gens à justement ne pas développer 2, 3, 4, 8 maladies chroniques là, concomitantes? C'est le travail qu'on fait dans le cadre de Collab Inter 360 Obésité. Là, on n'a pas pu aller dans tous les détails, mais la communauté d'apprentissage intersectoriel a cette vocation d'intégrer le continuum. Depuis la prévention, promotion, soins, jusqu'aux soins curatifs, là, on est à intégrer des nouveaux partenaires, puis notamment des écoles, pour intégrer toute l'approche, notamment préventive, chez les jeunes, pour l'obésité infantile. Donc ça, c'est Mhm. un des exemples, mais on est dans cette réflexion-là. Et puis l'approche des déterminants vise aussi cibler ce continuum-là pour à la fois, oui, agir sur les facteurs sur lesquels on devrait agir, mais aussi ceux qu'on devrait prévenir pour éviter d'évoluer vers la maladie ou vers des fois, on peut être aussi malade, puis on peut aller vers des complications. Donc c'est aussi ça, c'est de la prévention primaire, mais aussi de la prévention secondaire, notamment le guide d'auto-soin. C'est diabète, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, ben, on peut être diabétique, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se rendre plus complexe qu'on ne l'est ou comment est-ce qu'on peut ramener ces éléments-là. Donc, je pense que ça, c'est intégré dans la philosophie qu'on a. Puis, encore une fois, on le fait là actuellement. Puis, les preuves de concept vont sortir tranquillement. En octobre prochain, j'organise avec des collègues de Lyon un symposium sur le continuum de soins depuis la prévention jusqu'aux soins curatifs dans les maladies chroniques et avec une approche des déterminants de santé intégrée dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Donc, ça fait partie de mes intérêts aussi. Merci. Peut-être songer à collaborer également avec la chaire de recherche en santé durable, qui fait un bon travail et qui parle beaucoup justement du gras abdominal qui est l'ennemi numéro un, là, finalement. Alors, On collabore avec Jean-Pierre Després. Il est oui, co-chercheur dans cette démarche. génial, Il est génial. co-chercheur, Benoît Arsenault est aussi présent, on a des collègues de Laval. Moi, je dis toujours, je suis bleue de l'Université de Montréal, mais j'ai fait ma maîtrise et mon postdoc à l'Université Laval, donc mon cœur est encore à demi rougeur pour plein d'aspects, mais on a des belles collaborations aussi avec des experts, puis c'est aussi ça la beauté de la recherche, c'est qu'on va chercher les fortes expertises de part et d'autre pour essayer d'aller chercher le maximum. Mais merci beaucoup, Louis, pour cette suggestion. Merci, merci pour votre partenariat exemplaire. Continuez votre bon travail. Je cède la parole à Marie-Dominique maintenant. Je fais encore la voix de Madame Laura Lazare-Pellerin. Comme vous êtes là, est-ce que vous voulez poser votre question vous-même ou je la pose pour vous? Je vais la poser pour vous. Vous nous avez demandé dans le chat comment ça se passe le partenariat entre un médecin, un patient partenaire et une personne qui souffre de diabète. Ça peut être aussi avec un organisme communautaire.
Est-ce que le partenariat dans les activités de recherche, dans le fait de quoi, la posture du fait d'être médecin de famille puis d'être avec un patient C'est ou dans le partenariat de soins que ça a été précisé. donc dans une relation de soins? Dans Je crois, je me fais une porte-parole présentement. Oui, c'est ça, c'est difficile d'interpréter des questions, mais si, en tous les cas, moi, si j'interprète dans une relation de soins, donc en consultation, l'approche partenariale, bah, c'est sûr que ce que je fais en recherche, je viens l'exporter dans ma pratique. Donc, j'essaye d'être le plus en partenariat possible, puis c'est une approche et une façon de faire qui fait que je développe aussi ces mêmes approches avec mes propres patients, qui, eux, sont aussi des partenariats de soins dans leur propre parcours. Donc, avec des personnes diabétiques, bah, tous les apprentissages, en tous les cas, que j'ai pu explorer en recherche. Puis, Micheline m'a appris beaucoup de choses. Marcel m'a appris énormément de choses. Puis, c'est des éléments qui restent toujours en moi, avec moi. Puis, c'est des apprentissages et des savoirs aussi que j'essaye de retransmettre et d'appliquer. Donc, les apprentissages, ils sont mutuels. Moi, Micheline et Marcel m'ont appris aussi beaucoup de choses que je ramène des fois à des patients qui peuvent vivre différents éléments. Donc, le partenariat se continue et se transmet même dans la pratique clinique. Il faut savoir que Géraldine n'est pas notre médecin de famille. On a nos médecins de famille à l'extérieur. Puis la relation qu'on a avec elle, c'est pas une relation de patient-médecin, c'est vraiment une relation d'équipe qu'on a. Fait que c'est sûr que ça change la donne, là. Nous, on fait partie des gens qui ont le diabète, qui vivent avec des réalités que Géraldine ne connaît pas parce qu'elle n'est pas diabétique. Fait que c'est nous, ce qu'on va apporter, c'est notre point de vue à nous, c'est notre réalité de vie à nous qu'on va partager avec elle pour faire en sorte qu'elle puisse reconnaître chez ses patients à elle ces problématiques-là. C'est pas, Karina, si ta question peut attendre 2 secondes parce que Louis doit quitter dans 2 minutes. Puis il y avait un long message à vous faire, puis ça serait peut-être mieux que ce soit lui qui le fasse que moi. Puis après, si tu veux, on prendra ta question si Géraldine et ou Micheline peuvent rester C'était quelques pas petites pour moi, minutes. c'était pour Lisa qui est en Suisse, qui est en ligne présentement. C'est pour ça, parce qu'on a passé sa question dans la boîte conversationnelle. C'est juste pour ça. Exact. Exact. J'ai vu sa question en plus, puis moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais Louis, on peut te laisser ton point, puis je répondrai à la question de Lisa, assurément. Donc, Louis, Oui, est-ce que tu es bon, encore avec nous 2 minutes? oui, effectivement. Alors voilà, c'est déjà terminé pour ce midi. Merci à Micheline, merci à Dr. Layani, ainsi qu'à tous ceux et celles qui avaient pris le temps d'être parmi nous ce midi. Il nous reste un dernier webinaire pour terminer notre saison. Le lundi 16 juin aura lieu notre dernier webinaire qui sera présenté par Clara Dallaire et Marie-Thérèse Lucier. Le webinaire portera sur le GAP, le guichet d'accès première ligne, un des projets patients soutenus par l'unité. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le retrouver prochainement, comme tous les autres de cette série, sur la chaîne YouTube et l'unité de soutien SSA Québec. Euh, Marie-Dominique et moi, nous vous remercions de votre présence. Nous vous souhaitons aussi une période estivale agréable avec vos proches et amis. Je vais vous laisser poursuivre. Moi, malheureusement, je dois vous quitter. Et je remercie tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Karina, tu te fais une porte-parole toi aussi? Non, non, moi, c'était seulement, là, Géraldine, je te laisse répondre à Lisa OK. puis Bah oui, ensuite, parce qu'en fait, c'est une très bonne question, Lisa. Elle se pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut montrer scientifiquement l'apport des patients partenaires, parce que bah, elle-même, elle est patiente partenaire, convaincue de l'apport des patients partenaires en recherche, mais des fois, on peut, puis ça, je pense que ça dépend aussi des contextes, puis des environnements, mais il y a eu des moments, puis il y en a encore des personnes qui remettent en question l'apport du partenariat patient dans différents travaux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de lutter contre ces résistances finalement au changement? Moi, je dirais que c'est par des petits exemples puis des bons exemples. Dans ce qu'on fait en recherche, c'est pas d'être en lutte ou d'être tout le temps dans la démonstration, de dire, puis d'être dans le combat. En fait, le travail qu'on mène
soit avec Micheline, Marcel, Laurence, dans le cadre de nos travaux, c'est le travail par le bon exemple. Puis le bon exemple, ça veut dire avoir des pratiques rigoureuses, mais aussi être un exemple dans le cadre de présentations scientifiques, comme on a pu le faire conjointement avec Micheline, intégrer les patients dans la rédaction des articles, puis qu'ils soient co-auteurs des différents papiers, qu'ils puissent prendre la parole librement, puis nommer des éléments qui sont essentiels, prendre parole aussi dans le cadre des équipes de recherche. Donc, et comme aujourd'hui, l'opportunité que vous nous donnez de présenter ensemble, je pense que c'est ces exemples-là qui, tranquillement, font progresser la démarche, puis qui peuvent convaincre des non-convaincus. Mais après, est-ce qu'on est là pour convaincre tout le monde? Peut-être pas nécessairement. Puis des personnes qui ne veulent pas changer de perspective ou d'avis, bah, quelque part, tant pis pour eux s'ils ne veulent pas l'essayer. Puis tant mieux pour nous, on a encore plus de collaboration avec des patients partenaires encore plus fun. Donc, bah, c'est vraiment ce type d'approche, mais j'ai pas, je pense qu'on n'est pas dans une volonté de convaincre, mais plutôt de bien faire, puis toujours, toujours rester convaincu qu'on veut faire des choses pour les bonnes choses, avec des bonnes intentions. Donc, moi, je reste avec cette conviction-là, ces valeurs-là, puis je pense que par des bonnes pratiques, on peut amener des bons changements. Un grand merci, Géraldine et Micheline. Je remercie tous ceux qui ont participé. C'est vraiment important pour nous de valoriser les expertises de chacun, que ce soit des patients, des chercheurs, des médecins, mais aussi nous en tant que participants au webinaire. Fait que d'être ici avec nous aujourd'hui, c'est un plus. J'espère qu'on se revoit au mois de juin. Ceux qui ne seront pas là, ben, je vous souhaite d'excellentes vacances. Puis Micheline et Géraldine, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Bonne Merci fin pour de cette journée à tous. journée.